Henri Abeille, Toulon. À ce jour, il est maintenant admis par la totalité de la communauté scientifique qu'il n'existe aucune relation entre la vaccination contre l'hépatite B et la sclérose en plaques. Bien. En conséquence, l'ensemble du personnel hospitalier est à nouveau dans l'obligation d'être vacciné contre l'hépatite B. Quid de ceux qui ont été indemnisés dans le cadre d'un doute qui maintenant a été levé? À qui s'adressait votre question? Je pense qu'elle s'adresse à un magistrat il s'adressait ou au professeur de droit. On voit que pendant des années, il y a eu des indemnisations au titre des scléroses en plaques attribuées au vaccin contre l'hépatite B, qui est redevenu obligatoire. On voit que parfois, au titre de ces indemnisations, par exemple, les psychoses, sur le plan médical, ne peuvent pas être traumatiques. On commence à voir des magistrats et donc des cours d'appel qui indemnisent une pathologie non traumatique au titre des conséquences du traumatisme en cause, au motif du fait qu'il n'existait pas ou qu'il n'avait pas été diagnostiqué entièrement à l'accident. On va peut-être attendre la réponse des juristes. Madame voilà. Vignon-Barrault, Monsieur Mornay. Oui, sur la première question, des gens de personnel hospitalier qui ont déjà été indemnisés dans le cadre d'une sclérose en plaques soi-disant liée à la vaccination, on ne va pas leur demander de rendre les sous, hein, bien entendu. Ça, c'est certain. Donc, il y a une autre chose jugée, c'est l'autorité de la chose jugée. Voilà, c'est ce que je dis. Et je viens de l'évoquer, lorsque l'aggravation, on l'indemnise. Si ça va mieux que ce qui était prévu dans l'indemnisation future, on ne revient pas sur ce qui a été alloué. Voilà. Madame Vignon-Barrault, vous avez quelque chose à ajouter? On arrive aussi donc. On va peut-être attendre que toutes les réponses soient apportées. Allez-y. Oui, non, je suis parfaitement d'accord avec Monsieur Mornay. On ne restitue pas une dette, enfin une créance de réparation. Il n'y a pas de rétroactivité en la matière. On applique l'autorité de la chose jugée. Ce serait admettre le principe de rétroactivité de la jurisprudence qui n'est pas consacré. On mettrait en cause l'autorité de la chose jugée, donc ça ne peut pas fonctionner de cette manière. Et les juges pourraient très bien, malgré le consensus que vous affirmez, décider quand même, au nom de la différence entre la causalité juridique et la causalité scientifique, d'attribuer quand même des dommages et intérêts. Et ça, c'est la souveraineté des juges du fond. C'est ce qui arrive actuellement pour les psychoses, alors que l'unanimité est qu'une psychose ne peut pas être traumatique. Éric Bassineau, oui. Oui, moi je voudrais faire une remarque générale pour les médecins présents dans la salle. Je constate depuis des années qu'il y a des intégristes de l'ITT au sens du code pénal. C'est-à-dire des gens, si vous n'êtes pas tétraplégique dans le coma, vous n'êtes pas en ITT. Eh bien, je constate qu'il y a la même problématique pour l'imputabilité chez les médecins conseils experts. Comme nous l'a très bien dit le conseiller à la Cour de cassation, le lien de causalité est de plus en plus souple. Donc nous, médecins experts, quel que soit notre degré d'agacement par rapport à la preuve scientifique différente de notre logique médicale, nous n'avons pas à être plus royalistes que le roi. Donc donnons des éléments d'information aux magistrats et laissons les magistrats décider. Nous n'avons pas à nous agacer du fait qu'on indemnise des psychoses post-traumatiques dont on sait qu'elles n'existent pas. Nous donnons des informations et les magistrats décident. Donc ce n'est pas la peine de se battre pour ce genre de problématiques. D'autres questions? Oui, docteur Édouard Riouet, moi je suis à Rennes et je me permets d'exprimer une question un peu au nom des élèves du CAPEDOG dont je suis, parce qu'on n'a pas réussi à trouver une réponse consensuelle à ça, et M. Mornay disait qu'il était du ressort du médecin expert d'établir le taux d'aggravation, c'est-à-dire pas seulement d'établir le taux global, mais de bien faire la différence avec le taux ancien qui avait été retenu.
alors personnellement et d'autres autour de moi avaient cru comprendre que ce n'était pas si simple que ça, que le taux d'aggravation pouvait être simplement le taux d'aggravation de la lésion concernée, de telle façon qu'on pouvait avoir une différence des deux taux globaux qui pouvait être nul, mais un taux d'aggravation qui correspondait à la lésion qui s'est aggravée si d'aventure les autres séquelles s'étaient-elles améliorées pour compenser. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Oui, Thierry, tu réponds? Je vais répondre. Vas-y, tu as la parole, Thierry. Je vais répondre, puisque vous étiez au premier rang du cours sur l'aggravation et c'est moi qui l'ai fait. Je me suis bien expliqué que quand il y a une lésion qui s'aggrave, vous devez vous repartir sur l'évaluation faite par le rapport d'expertise précédent, traduire éventuellement le taux du rapport d'expertise précédent en fonction du barème actuel et indiquer le différentiel que vous trouvez avec l'analyse que vous faites au jour de votre expertise. Si le blessé était atteint de multilésions et qu'il y avait un taux global, il est évident que vous allez donner le nouveau taux d'aggravation par rapport à la blessure qui s'est aggravée, mais que le blessé sera indemnisé par rapport à la valeur du taux global. C'est-à-dire qu'on ne va pas revenir sur une valeur d'indemnisation d'IPP on ne va pas repartir de zéro. Il aura un différentiel par rapport à cela. C'est-à-dire que son aggravation sera calculée par rapport au taux qui est le taux global. On ne peut pas non plus indiquer, en cas de blessure multiple, qu'un taux s'est aggravé et qu'un taux s'est amélioré. Et on ne peut pas faire... l'amélioration en aggravation n'existe pas.